Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Voilà, c'est l'épisode 26 ce soir, petit épisode et petit comité, puisque je suis juste avec toi, Osvaldo. Salut. Salut Mirko, salut à tous. C'est la Saint-Valentin, donc voilà, certainement que nos autres chroniqueurs avaient d'autres choses à faire que venir à l'antenne de Xamcast. Petit clin d'œil notamment à Varam qui, d'après nos informations, a eu quelques petits soucis qu'il doit un peu rattraper ce soir. Donc une petite pensée à son épouse ce soir. Du coup, voilà, Après, on va dire donc certains matchs qui ont lieu le soir de la Saint-Valentin, ça n'aide pas certains non, supporters. non, c'est clair. Toute allusion à un match de la Serie A très important hier soir est bien évidemment fortuite. Et qui s'est passé tout à fait calmement, sans Tout polémique. à fait calmement. Voilà, alors, donc au sommaire de ce soir, je vous l'ai dit, c'est un épisode assez light puisqu'on va se contenter de débriefer le match du week-end. Et puis, on va également briefer le prochain match qui aura lieu le week-end prochain. Petit programme, Osvaldo, mais on va quand même s'y attaquer dès maintenant. Voilà, c'était la 22e journée pour le championnat de Challenge League ce week-end. Et puis, fait rare, je crois que c'est la première fois depuis le début de la saison, Osvaldo, tous les matchs ont lieu vendredi soir en Challenge League. Aucun Effectivement, match n'a été disputé ni samedi ni dimanche. C'est à part en fin de saison, on voit ça régulièrement, mais c'est vrai que encore plutôt vers le milieu de la saison, même si on atteint quand même la fin, ben voilà, tous les matchs le même soir. Alors ils n'étaient pas tous à la même heure, mais ils étaient tous le même soir. Alors, pour Neuchâtel Xamax, c'était synonyme d'un déplacement du côté de Carouge, le stade de la Fontenette, pour y affronter Étoile Carouge. Alors, un match qu'on pouvait craindre déjà pour des raisons extrasportives. Osvaldo, on a assez parlé de la décision de Jean-François Collet d'envoyer les M19 à Bellinzone. Faut-il le rappeler, adversaire direct d'Étoile Carouge dans la lutte pour le maintien. Et puis, les Stelliens avaient réagi à ces propos, de même que le FC Ville, on va dire les deux clubs les plus menacés par la relégation avec Bellinzone. Et puis, on va quand même faire un joli clin d'œil au staff plutôt à la direction d'Étoile Carouge, Osvaldo. Ils ont répondu de la plus belle des manières avec une super initiative pour ce match. Peut-être tu vas en dire deux, trois mots. oui, je crois que c'est bien ça, c'est que pour, les c'est maintenant j'ai plus très bien en tête, mais c'était que, des jeunes en dessous d'un certain âge De moins de 19 ans. les moins de 19 ans avaient leur billet gratuit à condition d'envoyer un mail à la billetterie et cetera, donc ma foi, c'est bien de répondre, de savoir aussi répondre dans l'humour à la connerie humaine. Eh ouais, effectivement. Et puis, c'est vrai que c'était un joli clin d'œil. Après les déclarations, bah, qu'on pouvait comprendre, à la base, je pense que l'inverse aurait eu lieu. On aurait aussi eu un peu les mêmes préoccupations qu'Étoile Carouge. Et puis, on pouvait peut-être aussi craindre le déplacement d'une manière plus sportive, on va dire, avec un Étoile Carouge qui s'est quand même déjà passablement renforcé. À la trêve, ils ont enregistré le retour d'Oscar Correia. Et puis, il y a également Bouchelarem qui a signé cette fin de semaine avec finalement une attaque passablement estampillée Super League. Si on rajoute encore Kevin Bua et Itai Tinga, qui sont des joueurs qui ont pas mal d'expérience au niveau de la Super League. Donc voilà, un étoile rouge à n'en pas douter, qui va sans doute peut-être monter un peu en puissance sur cette deuxième partie de championnat. Donc voilà, un petit mot sur le système de jeu, Osvaldo, avec l'absence d'ailier. Finalement, on a eu la confirmation
du départ de Noah Stride, qui a été rappelé par le FC Bâle pour être vendu du côté de l'Impact de Montréal. Et puis, Liridon Moulay, pas toujours apte, Ben Seguir, pas en très très grande forme. Voilà, devant l'absence d'ailier nominatif, comment Anthony Breza avait décidé d'aligner une équipe 4-4-2 avec un milieu à 4 en losange, et puis ça avait bien fonctionné, donc il a reconduit ce système avec une modification, l'absence de Fabio Saiz, qui a été remplacé nominativement par Sacramento, mais Sacramento a joué sur la même ligne que Bayard, et c'est Caraco qui occupait, on va dire, la pointe haute de ce losange. Un petit mot sur l'absence de Fabio Saiz, Osvaldo. On n'aime pas trop ça, hein, mais il y a des bruits de couloir qui évoquent quand même un intérêt de la part d'Yverdon Sport pour Fabio Saiz. Le mercato, à l'heure où on parle, est encore ouvert pendant un peu plus de 24 heures. Ça sent pas bon. Du tout, du tout. Ça serait vraiment un coup dur aussi, ben, pour, le côté identitaire finalement de notre club, hein, au-delà du niveau de Fabio Seitz. Bon, on sait un petit peu, ce qui se trame un petit peu dans les coulisses du club. On a eu quelques échos aussi, on parle donc de rumeurs administratives et puis, ce genre de coup, en fin de mercato, il ne sent pas du tout bon. En tout cas, ce genre de rumeurs et puis ce genre d'absence-là à quelques heures de la fin du mercato, évidemment que surtout au vu de l'expérience qu'on a de ces 5 dernières années, ça nous porte pas à être optimistes, disons. Oui, et puis on est d'autant plus méfiant que bah, Noah Strait avait été aussi annoncé incertain, puis blessé dans les mêmes circonstances, avec la suite que l'on connaît maintenant. Voilà, l'intérêt d'Adrian Urcea pour Fabio Saez est aussi, on va dire, de notoriété publique. Yverdon a des moyens financiers, on va dire, qui peuvent leur permettre de s'offrir Fabio Saez, en tout cas de racheter les 6 derniers mois de contrat de Fabio Saez. On sait que notre président est aussi enclin à dire oui quand la somme lui convient. Voilà, encore 24 heures. Peut-être qu'au moment où vous écouterez cet épisode, l'annonce aura eu lieu. Alors on le répète, hein, on n'a aucune information avérée, ce sont que des suppositions, mais il y a quand même plusieurs indices qui ne sentent pas très 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 bon. Voilà, toujours est-il que bah, Fabio Saez a été remplacé pour ce match, je l'ai dit, nominativement par Sacramento, sur le terrain par donc Caraco. Et puis, tu voulais dire un petit mot pour ce système, parce que ce système, pour la deuxième fois de suite, il a bien fonctionné. Il a mené à une victoire de Neuchâtel Xamax, 3-1, ce vendredi contre Carouge. Tu voulais dire un petit mot sur ce système, Osvaldo? Ouais, moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne un petit peu là-dedans. C'est que finalement, on s'est absolument évertué, pendant tous ces derniers mois à établir une hiérarchie au niveau de nos attaquants, au niveau de nos neufs, avec, Demachai qui occupait le poste de titulaire seul en pointe et Koné qui était sa doublure. Et finalement, alors c'est certainement dû, au dernier mouvement de mercato, mais au final, la première fois que l'on a vu Demachai et Koné alignés ensemble, l'un à côté de l'autre, en attaque, c'était la semaine dernière contre le Stade Lausanne-Ouchy et la deuxième fois, c'était ce vendredi contre Étoile Carouge. Comme par hasard, je veux pas commencer à faire à être de mauvaise foi, mais comme par hasard, quelques jours après l'élimination en coupe contre Yverdon et puis la disparition de la seule perspective réjouissante qu'on pouvait avoir encore cette saison et dans ce deuxième tour. Moi, au vu de la qualité de ces 2 attaquants, ça m'embête un petit peu qu'il n'y ait pas eu de test préalable, pour, voir si cette complicité pouvait être bénéfique à l'équipe et je pense qu'honnêtement, c'est une association, alors on le saura jamais, hein, mais je pense que c'est une association qui aurait pu, déjà offrir un peu plus de régularité dans les résultats et dans les points contre des équipes plus mal classées que, Vaduz, Yverdon, Caro. Je dis pas que c'est un alignement qui aurait forcément porté ses fruits contre ces équipes-là,
Mais contre des équipes qui se défendent, qui n'ont pas vraiment d'arguments dans le jeu et qui sont plus médiocres, moi, je pense que sincèrement, c'était une carte que tu pouvais jouer et tu aurais peut-être marqué tu aurais peut-être été plus efficace là devant avec ces 2 points de référence plutôt qu'un seul. Mais c'est honnêtement, moi, j'ai un certain regret de me dire: «Bon, bah, on joue plus rien, on est mi-février, on joue plus rien jusqu'à la fin de la saison et c'est maintenant que je les vois jouer ensemble». Ça me Ouais, regrette un peu. effectivement, pour moi, on peut, la question, elle peut être divisée en 2 sous-questions, hein. La première, c'est effectivement, pourquoi attendre aussi longtemps avant d'essayer de les aligner? Surtout que l'année passée, on avait déjà ces 2 jours dans le contingent. À un moment, quand on avait une cascade de blessés très, très, très importante, on avait testé ça et ça avait déjà fonctionné. En fait, ils avaient prouvé que leur entente fonctionnait, les 2 se muaient en buteurs, passeurs, enfin il y a eu beaucoup de buts de Demaçay sur assist de Koné et inversement pendant cette période-là. Alors ça, c'était effectivement une question et puis après, il y a, l'organisation du milieu de terrain. Forcément, quand on passe à 2 attaquants, eh bien le milieu de terrain, au lieu d'être en 2-3 comme, Anthony Breza avait l'habitude, il devient sur un milieu à 4. Et puis, il y a on aurait pu aussi décider de mettre un 4-4-2 à plat avec 2 ailiers quand on en avait et puis, avant d'attendre, en fait, on a l'impression effectivement, comme tu le dis Osvaldo, que c'est, le manque de solutions, en fait, sur les côtés qui font que, bah, du coup, Anthony Breza doit, faire avec les hommes qu'il a et puis il s'est dit: «Bon, bah, les 11 meilleurs que j'ai, c'est il y a Koné et Demaçay dedans, donc je les aligne en même temps». Donc voilà, ça demande encore à être vu sur la durée. On en parlera dans le briefing notamment du prochain match. Mais toujours est-il que voilà, ça fonctionne et il y avait déjà des indices, en tout cas d'une très bonne complicité entre les deux avant-centres. Donc voilà, d'autant plus maintenant avec l'arrivée dans le contingent de Nwendo, hein, qui offre une solution supplémentaire à la pointe de l'attaque. Je pense que on a trouvé un système qui peut nous permettre de faire quelque chose contre même des bonnes équipes. Bah, la semaine passée, le Slough, c'était pas des peintres, hein, en face de nous, donc voilà, je pense que le système peut apporter quelque chose de positif, mais effectivement, c'est dommage de le mettre en place quand on est à 20 points de la tête. Après, Voilà, bien c'était un sûr, petit peu c'est bien sûr que c'est là, je veux dire, je sais tu vas me dire: «On saute les étapes», mais contre des adversaires plus huppés que Carouge, comme, celui qui se présentera à nous la semaine prochaine ou d'autres, on pourra toujours me dire: «Ouais, mais c'est trop porté vers l'avant, c'est trop déséquilibré». Oui, mais en même temps, en attendant, ça te permet, je pense, sincèrement, de mettre une pression sur une défense comme celle de Ville. Ça te permet de mettre une pression sur une défense comme celle de Nyon, comme celle de Bellinzone et ces matchs-là, je pense avec 2 attaquants de cette qualité, à mon avis, tu te donnes plus de chances de fermer le sac avant et de faire la différence plus tôt dans le match. Et puis d'avoir peut-être si tu fais des erreurs derrière, bah, à mon avis, elles ont moins de conséquences. Puis après ça, c'est on peut pas réinventer la musique, ma foi, ce qui est fait est fait. Mais honnêtement, c'est quand on voit la qualité de ces 2 attaquants et même de Koné, qui, mmh là-dessus, Varane, la semaine dernière, l'avait dit, est un attaquant pour moi, très sous-estimé encore. Alors oui, il a plus ses jambes de 20 ans, mais il apporte sensiblement sur le front de l'attaque. C'est sincèrement un peu désolant de se dire, tu vois, tu jouais un match à élimination directe contre Yverdon il y a quelques jours. Pourquoi est-ce que tu n'as pas tenté ça? ouais. C'est qui en aurait voulu à Anthony Breza de le tenter, ce genre de choses, sur un match de coupe? Non, mais personne. Franchement, personne, surtout C'est avec les joueurs à disposition. Alors qu'on reconnaît, pour moi, il est pas, il est presque sous-coté depuis qu'il est arrivé chez nous et puis on l'a réduit à un rôle de joker. Alors, c'est vrai, il a plus ses jambes de 20 ans, mais on voit que quand il a du temps de jeu, là, physiquement, il tient bien, hein, les 2 matchs. Il a joué la quasi-totalité du match. Donc, ça tient bien. Et puis, ses qualités de buteur, elles sont plus à prouver. Donc, voilà, à Servette, à Yverdon, à Thun, il avait également fait plus que ses preuves. Donc voilà, je dirais que c'est presque nous qui l'avons un peu sous-estimé. On l'a rendu sous-estimé. Donc voilà, très content aussi pour lui qu'il arrive à montrer encore ses qualités. Alors justement, c'est lui hein, qui place la première banderie.
Sur cette action, on va souligner, la bonne passe de Sacramento et puis, le bon centre aussi de Sedum. Alors quel geste de Koné, Osvaldo. Ouais, ouais, il met une superbe majère, comme on dit dans le jargon, en hommage à ce joueur algérien qui avait inventé ce geste et puis une talonnade magnifique qui trompe la vigilance de Signori Antonio. Alors c'est vrai que le suivi défensif de l'arrière-garde de Carouge n'est pas irréprochable. Ça, faut le dire aussi, c'est qu'il est quand même bien seul dans l'axe, mais il fait un geste de très, très grande classe sur cette action. Oui, effectivement, geste de très, 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 très grande classe. Et puis, bon, le ballon de Seydoux, il est très bien donné aussi, hein. Je veux dire, Seydoux, il part, et il est seul, il déborde, il lève bien la tête. Alors, il la met peut-être un poil en arrière pour que Koné puisse la prendre, d'où la main d'air, hein. Il est obligé un peu de la prendre sur l'arrière. Mais voilà, c'est un geste de buteur pur, c'est fluide, rien à dire. À ce moment-là, aucune des deux équipes n'avait encore été vraiment dangereuse. Dans la possession, c'était plus Étoile Carouge, hein, qui avait un peu le ballon. Mais voilà, une ouverture du score qui vient tôt. Et puis, bah, malheureusement, à ce moment-là du match, Xamax ne tient pas longtemps le score. Alors, sur cette action, Osvaldo, on va déjà souligner voilà, la prise de risque un petit peu grande quand même de Johan Epito qui se met à tenter des dribbles passer dans le camp opposé quand on est défenseur central. Voilà, après, il y a un petit cafouillage, une remise de Bayard, mais voilà, la défense était un peu dégarnie quand même sur ce but. Oui, 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 ben, écoute, c'est quelque chose, malheureusement, il faut savoir aussi un petit peu, rester à sa place quand on est défenseur. Alors évidemment que c'est un peu comme les gardiens qui sont allés aux pieds, hein. C'est un joli plus d'avoir ces défenseurs qui sont à l'aise à la relance et puis qui peuvent un petit peu se projeter. Maintenant, il faut pas non plus oublier son rôle premier et c'est vrai que s'aventurer dans des dribbles de ce genre, quand en plus tu n'es pas couvert, ben, c'est en général, c'est assez dangereux et puis on en a eu la preuve par A plus B sur cette action Ouais. avec ce long ballon, dans la profondeur et puis Omer Agic qui se fait, ce long ballon de Ricardo Alves et puis, Omer Agic qui se fait dribbler par Itai Tinga qui peut aller ensuite, tranquillement, envoyer le ballon dans les filets vides, dans les buts Ouais. dégarnis et voilà, c'est un but un peu casquette. C'est un but un peu casquette, ouais. Alors, bon, moi, c'est toujours plus facile quand on revoit l'action après, mais est-ce que Omer Agic aurait pas eu meilleur temps de rester sur sa ligne ou de venir au contact de l'attaquant, mais pas sur une sortie, on va dire, autant anticipée à essayer de jouer le ballon? Est-ce qu'il aurait pas dû venir à la rencontre du joueur pour essayer de faire écran, pour essayer... On sait qu'Omer Agic, dans ces zones-là, il est très bon, il prend de la place, il est grand. Ouais, alors même si effectivement c'était dégarni, hein, Epito qui était le défenseur central côté droite n'était pas là, Sedou n'était pas là, donc il y a le pauvre Aïroulaou qui se retrouve un peu tout seul, comme il vient d'un peu de son côté gauche, ben, il est un peu en retard sur Itai Tinga. Quitte à prendre un but comme ça, autant essayer de rester au contact de l'attaquant, autant essayer de le pousser à vraiment euh, dribbler le gardien, parce que là finalement Meragic, enfin, il peut pas du tout intervenir, quoi. Enfin, c'est le pire, la pire zone possible, quoi. Il doit sortir de ses 16, il peut pas la jouer. Puis Taitinga, il est déjà au contact du ballon. Là, Omeragic aurait dû rester, je pense, plutôt au contact du but, Osvaldo. Je sais pas ce que tu en penses. Alors moi je pense que sortir, ce n'est pas une mauvaise idée, surtout quand la défense est dégarnie comme ça. Maintenant tu dois, pour moi en tout cas, tu dois t'arrêter, j à l'endroit où, enfin qui te permet encore, en tant que gardien, d'utiliser tes mains. Pour moi, en revoyant l'action là, l'erreur pour moi, fondamentale que Meragic fait, c'est de sortir de ses 16 mètres et donc de ne plus avoir la possibilité de faire valoir son envergure et d'utiliser ses mains pour stopper Itai Tinga. Finalement, vu la hauteur du rebond, vu la rapidité d'Itai Tinga, il n'a aucune chance là, de le contrer sans utiliser ses mains. Donc, à mon avis, il aurait dû rester à la limite de ses 16 mètres et puis essayer d'adopter l'attitude qu'on dit toujours, qu'on dit toujours aux gardiens d'adopter, à savoir ne pas donner d'indication jusqu'au bout
et de surgir dans les pieds de l'attaquant. Ouais. Mais sortir comme ça au-delà de ses 16 mètres, je vois pas l'intérêt, surtout que il reste quand même un défenseur, même s'il se fait prendre de vitesse. Je veux dire, tu peux très bien, faire écran aussi. Imaginons qu'Itai Singa, son contrôle de la poitrine ou à moitié de la tête, il pousse sur son contrôle, il pousse trop loin son ballon. Tu peux, heu, tu peux faire écran avec ton corps et laisser filer le ballon en sortie de but. Il y a aucune raison de sortir comme ça au-delà de tes 16 mètres pour moi. Ouais, effectivement, dans cette zone, voilà, comme ça, où il peut intervenir avec les mains. Et c'est clair que, vu le positionnement d'Airou Laou, Itai Tinga, il va continuer à courir tout droit, voire il va peut-être même se décaler un peu sur la gauche, même si on voit hein, sur les images que Itai Tinga est plus rapide que Airou Laou. Donc, en venant couper un petit peu l'angle, il y avait moyen peut-être de pousser Itai Tinga à faire le geste. Après, bon, bah, Itai Tinga, fait bien passer le ballon, mais le ballon, il est pas très loin de sortir, hein. On connaît des attaquants qui, à bout de course, auraient peut-être tiré à côté ou dans le petit filet. Donc voilà, quand même une belle finition de l'attaquant genevois. Homme en forme hein, du côté de Carouge, sauf erreur, c'était son cinquième but depuis la reprise. Depuis la reprise pour Itai Tinga. Donc voilà, il montre aussi lui qu'il faudra compter avec lui et c'est une bonne nouvelle pour Carouge pour la suite du championnat. Pour la suite de cette mi-temps, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, Osvaldo. Les deux équipes se neutralisent relativement bien. Finalement, l'événement principal qu'on va commenter de cette mi-temps, c'est le pétage de plomb de Vincent Ruffly. Euh, on peut pas appeler ça autrement. Alors, franchement, toi, tu étais au stade, moi, j'étais derrière mon écran. Et puis, personne n'a vu ce qui s'est passé. Il y a eu une interruption de jeu pendant un moment, mais voilà, c'était une faute banale, hein, on va dire, c'était une faute de Koné au pressing à la base sur, je sais pas si c'était Ruffly ou sur Strobar. C'est sur Strobar, ouais. Et puis, au final, ben, Ruffly est expulsé. Est-ce que toi, t'as compris pendant le match qu'il y avait eu une expulsion? Alors moi, j'ai vu le carton rouge sortir de la poche de l'arbitre, Ouais, mais je n'ai absolument pas compris pourquoi. Je vais être totalement honnête, hein, le rouge, je l'ai vu et j'ai vu Ruffly partir, en direction du vestiaire, à tel point que j'ai mes potes à côté de moi, puis je leur dis: «Mais vous avez vu qu'il y a eu un rouge pour Carouge?» Ils fait: «Ah, ah», j'ai puis on a même ceux qui regardaient attentivement le match, n'ont pas tilté tout de suite. Maintenant, apparemment, ce qui ressort, c'est que ce serait, dû à un geste d'humeur, envers un spectateur. ouais. Moi, Envers la je tribune, effectivement, envers un de ses propres spectateurs, c'est ça qui est Ouais, complètement c'est ça fou, qui est quoi. fou. Et bah, après je vais pas je ne vais pas forcément me faire d'amis, envers les supporters des clubs où a évolué Vincent Ruffly durant sa carrière, s'il nous écoute. Mais moi, après, c'est un joueur, je me suis longtemps posé la question: «Qu'est-ce qu'il faisait encore à Carouge, en Challenge League, aujourd'hui?» Et surtout que c'est un garçon pour moi, dans le rôle de leader qu'il devrait recouvrir dans un club tel que celui-ci à son âge, pour qu'il puisse recouvrir ce rôle de leader, pour moi, il y a un gros, gros problème, c'est qu'il n'est coutumier du fait de ce genre de choses. Et que finalement perdre ses nerfs comme ça, face à des jeunes Carougeois qu'il est supposé un peu encadrer dans une équipe telle que celle-ci, juste un terrible exemple. Et moi, très franchement, je n'ai jamais été fan de ce joueur, je le dis très franchement. Peut-être parce qu'il n'a pas porté les couleurs de mon club, parce qu'on dit souvent que ce genre de joueur de caractère, quand il porte les joueurs de ton club, les couleurs de ton club, tu l'adores. Ouais, mais tu l'adores à condition qu'il reste dans la provocation, mais que lui garde ses nerfs. Et en l'occurrence, là, eh ben, apparemment, il les a pas gardés. Mais ouais, moi je trouve ça, ça a l'air d'être une, parce qu'on a toi-même qui étais devant ta télé, tu n'as pas vu de tacle assassin qui aurait valu un rouge direct, Rien. donc c'est certainement quelque chose qu'il a dit et c'est un geste, finalement d'humeur ou une réaction d'humeur qu'il a eue. Et c'est vrai qu'avec l'expérience qu'il a, ces années à Servette, ces années à Sion, ça ne devrait pas arriver. Non, mais Maintenant, très clairement, il a fait un doigt d'honneur aux supporters dans la tribune. Et ça, l'arbitre l'a vu. Et ah bah, voilà. puis, voilà, ça montre que voilà, les joueurs, ils doivent avoir un comportement impeccable. Alors, ils doivent se comporter impeccable envers les adversaires, évidemment.
envers les propres coéquipiers. On a aussi vu des coéquipiers se battre entre eux, hein, encore récemment le FC Lugano en préparation, mais avec les spectateurs aussi. Je veux dire, mais c'est vrai que ça, c'est le charme des petits stades comme à la Fontenette, Osvaldo, il y a pas 10 000 spectateurs, donc il suffit que ça se passe proche de la tribune, que le spectateur en question il a une voix qui porte, les joueurs ils entendent tout. Ils entendent Bah, tout. Là, il n'y a pas de bruit de fond qui recouvre, il n'y a pas de chant ou autre. Donc voilà. Mais bah voilà, Vincent Rifli, il doit pas péter un plomb comme ça, comme tu te dis. C'est un très très mauvais exemple pour pour ses coéquipiers, ses jeunes coéquipiers. Et puis voilà, tu laisses surtout ton équipe à 10 pendant 50 minutes alors que bah t'es dans le match quoi. T'es ouais. dans le match, il y a un partout à ce moment-là et puis voilà, Carouge, contrairement à nous, ils jouent encore quelque chose, hein, donc un résultat positif aurait été beaucoup plus important pour eux que pour nous. Une défaite n'aurait pas changé grand-chose non plus pour nous. Donc voilà, c'est quand même un peu l'élément clé aussi parce que même si Xamax n'a pas exercé une domination oppressante sur toute la deuxième mi-temps, il y a quand même une domination une domination territoriale, pardon, qui a été faite. Et voilà, enfin, ça serait arrivé à un de nos joueurs, on aurait pété un plomb, je pense. Ah mais clairement, mais moi c'est des choses, tu vois? Et ça fait partie de quand on dit devoir d'exemple et tout, alors évidemment qu'après, le supporter de base, il va se dire: «Ouais mais bon, le spectateur il est pas sur le terrain, l'arbitre manque de psychologie, machin». Mais je suis désolé, mais c'est moi, c'est des gestes qui sont juste inadmissibles et le truc, c'est qu'encore une fois, c'est un joueur qui s'est revendiqué toute sa carrière comme étant un teigneux, hein. Qui s'est Oui, bien sûr. revendiqué toute sa carrière. J'ai pas compris? Bien sûr, ouais. Ouais, c'est un gars qui s'est toujours revendiqué comme étant un teigneux, qui s'est toujours, qui s'est quand il moi je me rappelle quand il est arrivé à Sion, la chaîne YouTube du club avait fait un petit, sujet sur lui. Ils étaient allés le voir dans son appart et puis ils étaient allés faire un micro-trottoir: «Qu'est-ce que vous pensez de Vincent Ruffier?» auprès de supporters à Tourbillon. Et puis il disait: «Ouais, quand il était à Servette, on l'aimait pas trop, mais nous, on aime bien ces joueurs de caractère». Ouais, mais le problème, c'est que si tu te retrouves, à prendre, j'exagère quand je dis un rouge par match, mais si tu te mets à prendre des rouges à cause de ça, bah, même les supporters de ton propre club vont commencer à te détester. Et puis encore une fois, je veux dire, c'est un joueur, il n'est pas né hier. Il a joué dans des contextes à bien plus haute pression qu'à Étoile Carouge. Ce n'est plus un gamin, c'est un joueur qui est plus proche de la fin de sa carrière que du début et honnêtement, je veux dire, pour en prendre un autre vétéran de la Challenge League qui joue dans un club, vaud du Nord vaudois, si Anthony Sautier, faisait ça avec le Yverdon actuel dans un match à enjeu, je pense qu'il y aurait des sanctions disciplinaires derrière, même de la part du club. Donc très honnêtement, c'est pas des gestes à montrer et nous, ça nous a bien aidés, mais c'est aussi moi, c'est aussi, comme ça que je développe une affection ou pas, par rapport à des joueurs de football. Mmh. C'est aussi ce genre d'attitude-là. Ouais, puis bon, on le rappelle, Carouge a fait une campagne pour les jeunes joueurs. Ils nous ont trollés par rapport à ça. Donc il y avait pas mal de jeunes joueurs, 18 ans ou moins, enfin de jeunes joueurs, de jeunes tout court, pardon, dans le stade. Et voilà, les jeunes, ils ont vu ça. C'est pas un exemple à donner. Il y a des caméras maintenant pour la Challenge League. Tous les matchs sont retransmis. Il y a des gens qui sont derrière leur télévision, qui regardent ça. Voilà, pour moi, c'est totalement logique et voilà, on salue, voilà, la clairvoyance de l'arbitrage, même si ça avait été pour un Xamaxien, hein, on le précise. On ne peut pas juste dire ça parce que ça nous a avantagés, mais que voilà, ce genre de décision soit prise. L'arbitrage qui est encore fortement critiqué tous les week-ends en Suisse pratiquement sur chaque pelouse, donc quand ils prennent aussi des décisions adéquates, on va aussi le souligner. Voilà, un partout, à la mi-temps. C'est un score assez logique. Et puis, avec la sortie de Ruffly, Carouge opère un changement, hein, un élément offensif qui sort pour un élément défensif. C'est assez logique quand c'est un joueur défensif qui est expulsé.
Et puis, on pouvait s'attendre à ce que Xamax prenne un peu le jeu à son compte. Mais la domination xamaxienne a quand même pris 15 minutes avant d'être matérialisée au score. Voilà, il avait marqué de la tête, il avait marqué du gauche, il avait marqué du droite chez le Kim de Maasai, mais il n'avait pas encore marqué au sol, je crois, Osvaldo. Ouais, ouais, puis là, il met à nouveau un vrai, vrai but d'attaquant avec cette percée tout d'abord de Caraco et finalement il se relève et puis il tacle ce ballon au sol qui va mourir dans le petit filet droit de Signori Antonio. Moi, très franchement, quand tu dis la domination a mis du temps à être matérialisée, je vais te dire, moi, pendant le début de la deuxième mi-temps, je n'ai même pas eu l'impression qu'on jouait à Mm. 11 contre 10. C'est que j'ai eu l'impression sur le début de la reprise qu'au final, ben, c'était du ouais, on était là, mais on n'essayait pas vraiment d'y aller et puis on jouait un peu avec le feu. Puis finalement, ce but-là a quand même débloqué quelque chose puisqu'ensuite, Carouge ne reviendra pas. Mais voilà, ce genre d'attaquant, encore une fois, je veux dire, il faut se rendre compte par les temps qu'on traverse de la chance qu'on a de l'avoir. Moi, je pense que même s'il n'avait pas la même qualité que des Macha, et je pense que déjà à l'époque, on avait quand même pas mal sous-estimé l'impact peut-être aussi d'un Mafuta. Il y a pas si longtemps que ça. Il faut se rappeler que ce genre d'attaquant, c'est quand même grâce à lui que tu te retrouves, que tu ne te retrouves pas plus mal classé plus mal placé au classement et dans une situation bien plus précaire. Parce il y a le niveau de tes adversaires qui fait que de toute façon, ben, certains sont 3 étages en dessous de toi, mais tu as aussi certains joueurs qui te débloquent des situations. Et Demacha, il en fait partie. Donc, on le répète semaine après semaine parce qu'il marque semaine après semaine, mais vraiment, Mhm. il faut se rendre compte de la chance qu'on a de l'avoir, celui-là, hein. Ouais. Alors, il y a une petite réussite pour moi. Pas sûr qu'il voit vraiment où est positionné Signori et puis qu'il veut la mettre exactement là. Mais voilà, il y a le petit coup de rein pour aller plus que tacler les ballons. C'est quand même une frappe relativement puissante dans cette position. Alors Caraco, il veut s'appuyer, il veut jouer en 1-2 hein, avec des Maasai en tant que pivot. Là, on le voit clairement sur l'action. Mais le ballon est un peu dévié par le défenseur carougeois au contact. Et puis après, gros cafouillage et des Maasai le plus prompt à réagir. Magnifique, il y a rien à dire. C'est 2-1. Et puis voilà, le match finalement prend une tournure définitive au niveau de la victoire xamaxienne, mais finalement aussi du score 4 minutes plus tard. Alors entre les deux buts, il y a la rentrée du troisième buteur du soir, Ben Seguir, qui remplace Sacramento. On va dire un Ben Seguir piqué au vif quand même, hein, pour la deuxième fois consécutive sur le banc au début du match. Et puis, il a été vraiment désireux de montrer à son entraîneur qu'il valait mieux que cette place sur le banc. Alors nous, on l'a aussi, on a été assez critique hein, quand même avec les performances de Salim Ben Seguir. Et pour le coup, sur le coup, là, il se rattrape bien. Il profite d'un très bon travail d'un autre joueur qu'on n'a pas seulement critiqué, à savoir le capitaine Rissa Abedini sur le côté. Et puis ensuite, il fait le job, hein, Osvaldo. Effectivement, Abedini qui récupère ce ballon, un petit peu dos au but et qui sert en retrait Salim Benseghir qui s'emmène le ballon du pied droit avant de conclure d'une frappe sèche du gauche dans le petit filet opposé. Finalement, si on a beaucoup critiqué Benseghir, c'est parce qu'il se laissait, se perdre dans la complication de ses gestes du fait de son aisance technique et qu'en fait, il veut systématiquement trop en faire et moi je le maintiens, hein. Ça, c'est aussi autre chose moi qui par moment peut m'agacer avec les joueurs techniques, c'est ce truc de vouloir, systématiquement, décorer ton action d'un passement de jambe, d'un petit point et d'une roulette. Tu es aussi autorisé de temps en temps à jouer simple et là, pour le coup, il joue simple en se ramenant ce ballon sur son pied gauche et puis en concluant d'une frappe dans le petit filet opposé et heu et à ce moment-là, on est encore plus à l'abri avec ce troisième but et puis on comprend pratiquement définitivement que Carouge ne reviendra pas.
Mais c'est bien et je pense que encore une fois, ce genre de joueur qui est critiqué, qui est sous le feu des critiques, qui la seule manière de répondre, c'est sur le terrain. On sait que de temps en temps, il y en a certains qui sont critiqués dans tous les clubs du monde et qui pensent que la solution doit venir par les conférences de presse, par les déclarations, je vais montrer aux journalistes de quel bois je me chauffe parce que je vais leur répondre aussi mal qu'ils me répondent moi. C'est sur le terrain qu'il faut montrer. Et là, pour le coup, très, très bonne réponse de Salim Benseghir sur cette action. Oui, pas, on peut pas dire qu'il fête vraiment le but, hein, Osvaldo, une réaction voilà, tout Et en je pense qu'il est douceur, aussi on va dire ça comme ça. On voit qu'il je était pense qu'il piqué au vif, très clairement, hein. il était piqué au vif, puis je pense qu'il est aussi conscient que si les critiques lui sont tombées dessus ces derniers temps, ce n'est pas non plus par hasard et qu'on n'est pas tous des grands méchants loups à vouloir son malheur. Je veux dire, c'est aussi, légitime que ce genre de critiques apparaissent lorsque tu as un joueur dans un effectif de joueurs moyens, qui a des qualités supérieures à la moyenne et qui ne les exploite pas. Il y a rien de pire. Donc sur le fond, je pense qu'il est suffisamment lucide pour savoir que ces critiques, elles ne sont pas, enfin, je dirais, elles ne viennent pas de nulle part. Ouais, on J'imagine. a Alex qui nous dit dans le chat, Breza qui le retient après aussi. Ouais, ça m'avait échappé, hein, ce détail. Du coup. Euh, voilà, donc pas grand-chose non plus hein, à la fin du match. Carouge n'avait pas les moyens d'inquiéter plus que ça Xamax en mode de gestion. Et du coup, on peut quand même dire quelques mots, Osvaldo, sur les premières minutes de Vincent Mendo sous les couleurs de Neuchâtel Xamax. Il est rentré, je crois, vers le 75e. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as remarqué concernant le jeu de Nwendo un peu, Osvaldo? Alors ça, je vais plus te laisser la parole parce que ce par moment, dans les Ouais, endroits j'étais où pas je le super vois méga attentif non plus hein, à ce ouais, moment-là. Donc voilà, j'ai essayé de te lancer là-dessus. Essayez, pas pu. Non, voilà, Nwendo, c'est un très beau gabarit. Je pense que c'est un joueur qui, dans le jeu en pivot, va être intéressant. À voir, est-ce qu'il va être complémentaire d'un Demassai ou plus d'un Koné ou avec un Moulay? Voilà. Alors après, c'est clair que c'est pas du tout un remplacement poste pour poste par rapport à Noah Streit. On n'est pas du tout sur le même profil de joueur. Euh, mais, euh, mais du coup, c'est vrai que voilà, il peut amener voilà, comme une rotation intéressante euh, au niveau de l'attaque de Xamax. Donc, je veux ouais, juste dire un truc, c'est que je l'ai croisé j'allais à Neuchâtel, manger, chez de la famille, mercredi et il se trouve que je l'ai croisé dans le train entre Yverdon et Neuchâtel. Il était avec ses potes à peine en train de réaliser à la fois à peine en train de réaliser qu'il faisait partie de la première équipe et puis, presque dégoûté auprès de ses potes en disant, «Mais vous imaginez les gars, si j'avais été convoqué 10 jours plus tôt, j'aurais joué un quart de finale de coupe suisse». Chaque chose en son temps gamin et il y a pas de problème, ne te mets pas trop de pression, tu en as déjà assez dans un encadrement tel que celui-ci donc un conseil, ne te rajoute pas de la pression inutile, tout seul, elle est déjà suffisamment présente. Voilà, c'est un ouais. petit message que je voulais lui passer, puisque je l'ai entendu. Effectivement. Voilà, on se réjouit de le voir encore à l'œuvre sur d'autres marches. C'est clair qu'il n'allait pas être titulaire dès son arrivée. Ça va peut-être prendre encore 3-4 matchs avant de le voir peut-être être titulaire à la pointe de l'attaque xamaxienne. Voilà, ben, belle victoire, hein, au final, méritée, je pense, quand même, de Xamax. On a été quand même un poil supérieur à Carouge sur ce match. Et puis, ben, voilà, on est à 3 sur 3 contre cet adversaire. L'année passée, on a fait 0 sur 4. Donc, ça, comme dirait Franck Ribéry, ça fait du bien de voir la roue tourner, hein. Oui et puis, je vais aussi, adresser un petit message à une connaissance et à une personne que je connais bien qui est pour Étoile Carouge.
Oui, mon cher, il se reconnaîtra. L'année passée, il y a eu du 4 sur 4 avec un entraîneur comme Urcea qui faisait tourner cette équipe comme jamais, avec une équipe de Xamax qui brillait par sa médiocrité. Maintenant, si la roue se remet un petit peu à tourner dans le juste sens, par rapport au calibre historique de certains adversaires, il ne faut pas non plus vous étonner. Pour moi, ce 4 sur 4 l'année passée était dû à une très, très bonne préparation tactique et une très, très bonne, forme de manière générale d'Étoile Carouge et de son entraîneur vis-à-vis enfin, en comparaison avec une médiocrité de notre part. De notre côté, on a fait preuve d'un tout petit peu plus de combativité dans certains contextes cette saison que les saisons précédentes. Carouge a beaucoup perdu cette saison au niveau de ses individualités, même si Oscar Correa est revenu cet hiver. Et si, ma foi, les compteurs se rééquilibrent, il ne faut pas non plus trop s'étonner. Voilà. Mmh. Mais il se Alors reconnaîtra. effectivement, cette personne, on va l'appeler D, hein, on va l'appeler comme ça, D. C'est vrai que quand, Adrien Urcea enfin le départ d'Adrien Urcea pour Yverdon a été annoncé, je lui ai envoyé un petit message et il était un peu en déprime, en pré-dépression, on va dire, conscient que, voilà, Étoile Carouge avait sans doute perdu la pièce la plus importante de son dispositif en la personne de son coach. Voilà, ben, malgré tout, les Carougeois, ils ont quand même prouvé que, voilà, ils avaient quand même fait 3-3 à Vaduz, hein, le match précédent. Donc, voilà, on peut leur souhaiter de faire quand même quelques points par-ci par-là, pas contre Xamax du coup, mais faire quelques points par-ci par-là pour sauver leur place du côté de la Challenge League. Moi, je pense ils ont totalement les armes pour se sauver, hein. Je les ai vus également à Nyon, en ouverture de deuxième tour. C'est une équipe qui a quand même des joueurs qui savent manier le ballon. Itaitinga, Bua, le retour de Ouais. Correa. Là-dedans, ça joue quand même bien. Il y a des bonnes individualités. Je pense que ça a les moyens d'assurer son maintien sans trop de soucis. Maintenant, voilà, il y a aussi des matchs où ça tourne de manière inattendue, enfin dans des proportions inattendues, ça tourne en leur faveur, comme le match nul à Vaduz que tu évoquais il y a un instant. Maintenant, c'est pas Noël toutes les semaines non plus, donc Mmh. pour le coup, bah, c'est clair qu'après c'est clair que ça a des très, très bonnes individualités et ça a des joueurs d'expérience. Si ces joueurs d'expérience-là se mettent à jouer contre l'équipe par des on revient et la boucle est bouclée. Si des joueurs expérimentés comme Ruffly se mettent à avoir ce genre de comportement, c'est clair que ça va plus compliquer les affaires de Carouge que ça va les simplifier. C'est sûr Très qu'ils sont pas clairement. là pour c'est Bah, pas ils ont 4 points d'avance sur Bellinzone, mais surtout, ils ont les moyens, je pense, de faire les 3 points quand ça compte, contre Bellinzone, contre Ville, pour s'éloigner petit à petit de la zone dangereuse. Si le Stade Lyonnais arrive à faire des points de temps en temps, je pense qu'eux aussi, ils n'ont pas moins de qualité que l'équipe d'Andrea Binotto. Voilà, on va passer à la rubrique suivante, Osvaldo, si t'es d'accord. avec grand plaisir. Let's go. La rubrique suivante, c'est le briefing du prochain match. On avait envie de se faire un petit épisode un peu tranquille aujourd'hui, sans rien de plus. Alors, c'est un déplacement à l'étranger, un petit match, un petit odeur de Coupe d'Europe toujours quand on va jouer du côté de Vaduz, du leader du Liechtenstein, le FC Vaduz. Voilà, un petit peu un match, un peu épreuve de vérité. Le dernier match entre Vaduz et Xamax avait un contexte particulier, hein. Xamax était décimé par les blessures. On avait eu beaucoup de peine à même à trouver 11 joueurs de la première équipe valides pour commencer le match. Beaucoup de M19 sur le banc. Et cette fois, c'était pas un choix pardon, présidentielle, c'était vraiment la réalité qui a fait que. Et puis Xamax, dans ce contexte, n'avait pas été ridicule. Un très très grand match de Meragic qui avait retardé l'échéance jusqu'à la 95e minute et ce coup de poignard de Monsberger. Alors, Vaduz n'a pas recommencé le championnat comme il l'avait terminé. Alors, ils ont un rythme pas non plus horrible, hein, mais ils ont fait 4 points sur 9, on va dire, alors qu'ils avaient fait quoi 9 victoires, 9 ou 10 victoires de suite, je crois, jusqu'à à la trêve, et cette victoire importantissime à ce moment-là contre le FC Haro lors de la 18e journée.
Voilà, à quel genre de match on peut s'attendre, Osvaldo? Avec, bah, clairement Vaduz, eux, ils jouent aussi quelque chose, hein. Tous les matchs vont compter, ils jouent la tête du classement, ils jouent la montée directe. Donc voilà, mais si Xamax arrive à reproduire le système de jeu et à surtout à se créer des occasions, parce que c'est ça qui nous a beaucoup plu sur ces 2 matchs, c'est qu'on s'est créé quand même des occasions et puis, on a été aussi très, très efficace et je pense que quand on se déplace sur la pelouse du leader qui est à 21 points devant nous, eh bien, il faut faire preuve d'efficacité. C'est sûr que des occasions, on n'aura pas 15 non plus. C'est clair qu'on n'en aura pas 15. Maintenant, voilà, on a quand même, raté nos 2 rendez-vous du début d'année contre Yverdon. Le match de championnat avait moins de conséquences parce qu'on jouait plus rien en championnat et le match de coupe nous a tous frustrés par son dénouement. Il y a quand même, encore une fois, il faut remettre dans son contexte la chose. C'est-à-dire que même si entre ces 2 adversaires qu'on a battus récemment 3-0 et 3-1, il y en a un des 2 qui marchait sur l'eau depuis plusieurs semaines, qui était le Slow. Pour moi, il y a aucune équipe qui fait plus office de rouleau compresseur cette année que Vaduz en Challenge League. Même Haro, pour le coup, alors qu'ils avaient un certain avance sur Yverdon, il y a 2 matchs, a commencé déjà à lâcher des points et à laisser revenir Yverdon à hauteur. Donc Vaduz reste quand même cette saison l'énigme la plus difficile pour moi à résoudre, parce qu'ils sont toujours devant, parce que moi je les mets comme, aujourd'hui comme favori numéro 1 à la promotion du fait des problèmes récurrents d'Haro dans les sprints finaux des championnats et du fait qu'Yverdon est trop loin ils peuvent encore éventuellement espérer la deuxième place sur un malentendu, mais pas la première. Donc oui, moi je m'attends à une mission très, très difficile, mais j'ai envie de te dire: «Nous, on n'a plus rien à perdre». Donc si on trouve un surplus de motivation, à aller jouer un mauvais coup au leader chez lui, moi je on a quand même les joueurs toujours s'il se sublime sur un match, on a des joueurs qui sont capables de faire de grandes choses. Mmh. Donc je n'y vais pas avec des attentes particulières. Maintenant, j'ai envie de te dire, sur un malentendu, on sait jamais. C'est tout ce que je me sens de dire. C'est un peu peut-être ça peut paraître défaitiste, mais j'arrive pas à être plus optimiste que ça, malheureusement. Ouais. Moi, j'ai pas été, spécialement impressionné par le jeu de du FC Vaduz. Évidemment, j'ai vu les 2 matchs contre nous, j'ai regardé des bouts de match aussi lors de certaines de leurs oppositions. Bah, notamment, j'évoquais avant le match, contre Arro, juste avant la trêve hivernale. C'est pas un rouleau compresseur, ils sont pas impressionnants, mais ils sont d'une efficacité, redoutable et puis ils sont un peu le miroir de ce que nous on était quand l'année où on est monté. C'est-à-dire que dans le money time, ils sont décisifs. Combien de buts on avait inscrits nous dans les 10 dernières minutes de jeu, voire dans le temps additionnel pour arracher des victoires ou bien des matchs nuls alors qu'on revenait de nulle part ou presque. Et ce FC Vaduz, il est un petit peu comme ça. Je pense qu'au 1er tour, le 1-1 chez nous, ça avait été un de leurs plus mauvais matchs et puis, voilà, le 2e match, ben, ça s'est joué à pas grand-chose aussi pour qu'on reparte avec un point, hein. Il avait fa Alors bon, par contre, Omeragic aurait vraiment fait un vol intégral, hein. Je veux dire, il avait sorti quoi? Je pense au moins 5, 10-12 parades, mais dont 3 ou 4 vraiment ultra, ultra décisives. Donc il avait fait vraiment, je pense, son meilleur match, sous nos couleurs, hein. Depuis qu'il est là, on peut le dire, Osvaldo, ça a été le meilleur match de Meragic, même si on l'a perdu ce match au final, mais quand même Mmh. grosse, grosse performance. Voilà, l'équipe semble bien fonctionner dans ce système-là. Ils arrivent à trouver, à bien se trouver, à bien combiner, à se créer des occasions. Et puis on a des attaquants qui sont très efficaces. Donc comme tu disais, sur un malentendu, je pense que ça peut passer. On aurait en tout cas tout intérêt à laisser un peu le ballon aux Liechtensteinois et puis à essayer voilà, de rapidement se projeter vers l'avant pour les contrer. Voilà, un test intéressant. Alors, malheureusement, les joueurs, convalescents, je pense qu'ils seront peut-être encore un petit peu justes, hein, on parle de Bergsma, de Benseguir, de Moulay, pardon, et puis de Krasniqi. Il y a pas Enfin, voilà. On va déjà les voir une ou 2 fois sur le banc, je pense, avant qu'ils soient vraiment disponibles comme étant titulaires. Mais voilà, le 11 aligné, vendredi, ben, il nous plaît bien, Osvaldo. Ça a bien fonctionné.
Il nous plaît bien. Maintenant, il y a encore une fois, je reste assez tranquille sur cette fin de saison parce que il y a une certaine différence de qualité quand même entre le Slow, Carouge et Vaduz. Donc on verra bien dimanche, je veux dire, c'est encore une fois, moi je répète ce que j'ai dit en début d'enregistrement, cette nouveauté, même si, ils avaient déjà évolué l'un à côté de l'autre la saison passée, mais cette saison de faire évoluer des Masha Ikoné, encore une fois, je pense qu'en le mettant en place plus tôt dans la saison, ça nous aurait assuré plus de régularité dans les points contre les équipes plus faibles. Maintenant, j'ai quand même un gros doute sur l'équilibre de ce système-là et de cette mise en place tactique-là contre des adversaires plus huppés que ceux qu'on vient d'affronter, lors de ces 2 dernières semaines. Donc on verra bien dimanche prochain, je serai sur place. Et puis, on verra ce qu'il y a à retirer de ce Ouais. de ce long déplacement au Liechtenstein, quoi. Des adversaires plus huppés, puis surtout peut-être des adversaires beaucoup plus organisés sur les côtés, hein. Je pense que Voilà, ces systèmes avec, un 4-3-3, ou même un 4-4-2 à plat avec, latéral plus ailier, ailier, sur le côté, on peut vite être mangé, hein. bien Léo sûr. Seydoux et Jonathan Fontana, alors, ils sont rapides, ils font beaucoup d'allers-retours, ils ont 3 poumons, mais ça peut vite être compliqué pour eux. Ils risquent très souvent de se retrouver potentiellement aussi en infériorité, donc voilà, il faut que le système soit aussi un petit peu malléable, surtout en phase défensive, je pense. Absolument. Donc voilà, beaucoup de curiosité, quand même. On va chercher la motivation là où on peut aussi, puisque sportivement, voilà. Peu importe le résultat vendredi prochain, ça n'aura absolument aucune incidence sur la suite de notre saison à nous, en tout cas. Donc voilà. On va chercher la motivation là où on peut pour suivre les matchs et puis ensuite vous les débriefer à l'antenne de Xamcast. Voilà, on Effectivement. peut passer à la fin gentiment, Osvaldo. Voilà, pas grand-chose à vous dire durant la conclusion de cet épisode, si ce n'est les remerciements habituels. Très content aussi que du coup on n'ait pas eu de problème technique pour diffuser notre épisode sur Twitch. En tout cas, YouTube n'a semble-t-il pas bien fonctionné. Je vais encore voir ça. Et puis TikTok, j'ai laissé tomber, j'ai mis de côté parce que je pense que ça faisait un peu beaucoup. Donc voilà, peut-être qu'on opérera effectivement des petites modifications pour faire de Twitch notre canal de diffusion en live principal. Je sais que vous êtes aussi beaucoup à nous suivre sur notre chaîne YouTube, donc je vais essayer de régler le problème aussi pour la semaine prochaine. Concernant l'épisode, eh bien, on ne s'est pas encore décidé. Est-ce qu'on l'enregistrera dimanche ou lundi? Avec le déplacement du Liechtenstein à 14h, avec les gens qui vont, il faut leur laisser le temps de venir. Voilà, on vous tiendra informé durant la fin de semaine, on prendra la décision, je pense même dimanche dans l'après-midi, suivant comment on peut s'organiser les uns et les autres. Mais de toute façon, il y aura soit dimanche, soit lundi, cet épisode. Voilà. Eh bien, merci encore à tous, chers auditeurs, pour votre fidélité à l'antenne de Xamcast. Et puis, merci à toi, Osvaldo. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.